Alors bienvenue pour la correction du DS sur le mouvement de pesanteur dans un champ uniforme et dans un champ non uniforme. Donc d'abord la trajectoire de l'obus, définir le système, le référentiel et les conditions initiales. Donc pour corriger ce DS là, j'ai décidé de prendre la copie d'un excellent élève qui a eu 19. On va voir un peu où est-ce qu'il a eu bon, où est-ce qu'il a eu faux. Alors ici, donc on a bien le système défini, l'obus, un référentiel galiléen. Donc un référentiel en translation rectiligne uniforme ou alors immobile, c'est un référentiel où les forces se compensent. Dans le cadre du référentiel. Bilan des forces, ici on n'a que le poids qui est appliqué sur l'objet. Donc on a un objet qui est peut-être ici, hop, et on a son poids. Poids qui est dû au champ de pesanteur, qui est uniforme, qui est partout le même dans le référentiel. On demandait aussi les conditions initiales, AT égale 0. AT égale 0, c'était ici. Donc l'objet est en coordonnées 0, 0. Est en coordonnées 0, 0. Donc l'objet est en coordonnées 0, 0, 0. Et la vitesse initiale V0 avec un angle alpha. Donc si on fait une projection ici, on avait V0 cos alpha. Et ici, on avait V0 sin alpha. Donc on a V0 x, projection selon x, qui vaut cos alpha fois V0. Et V0 y, sin alpha fois V0. Question 2. En utilisant une loi de Newton, déterminer les coordonnées de x et y de l'accélération. Selon la seconde loi de Newton, on a la somme des forces égale m fois a, p égale m fois a, mg égale m fois a. Donc en fait, on avait plus g, vecteur égale a. Donc là, j'aurais pu compter faux. Mais si on fait une projection sur l'axe, on a, selon l'axe x, 0 et y, moins g, parce que là, une fois projeté, l'accélération est vers le bas, puisque le poids est vers le bas par rapport au repère qui lui est vers le haut. Donc le moins, il est dû au repère. Question 3. En déduire des expressions les coordonnées de Vx et Vy, les vitesses. Donc pour ça, il faut intégrer AX et AY. Intégrer. Donc quand on intègre un 0, on obtient une constante. Quand on intègre une constante, on a une constante fois la variable d'intégration qui est ici le temps, plus une deuxième constante. Et ces constantes-là, on les détermine grâce aux conditions initiales qui sont ici. Et donc on a Vx égale cos alpha V0 pour la constante. Et moins gt plus sin alpha V0. Alors pourquoi t, je vous rappelle, parce qu'on intègre selon t. Ensuite, montrer enfin que les équations horaires du mouvement de l'obus s'écrivent comme ceci. Donc là, on devait réintégrer une fois. Voilà. Alors en intégrant une deuxième fois, eh ben, comment ça se passe? Ça, c'est une constante. Et là, on a une constante aussi. Et là, on a une variable de type a fois t. Donc du coup, la constante devient constante fois le temps, plus une nouvelle constante. Là, on a moins 1,5 de gt carré, c'est ce qui marque dans le cours, plus la constante, sinus alpha v0, fois le temps, plus des nouvelles constantes qui apparaissent à chaque fois. Pour le déterminer, on prend les conditions initiales, C3 vaut 0, C4 vaut 0. Pourquoi? Parce qu'aux conditions initiales, on a x qui vaut 0 et y qui vaut 0. Et donc on obtient bien ce que demandait l'énoncé. Petit 5, en déduire l'équation de la trajectoire. Alors je vérifie si tout va bien, oui c'est bon. Et bien là, ce qu'il suffisait de dire, c'est que x égale v0 cos alpha fois t. Donc t égale x divisé par v0 cos alpha. On prend le terme qui est là, on le met de l'autre côté, il saute bouton, il devient divisé. v0 cos alpha. Et ensuite, on prend le t et on va aller l'intégrer ici. Et ici, enfin c'est pas une intégration, on va aller le remplacer ici par sa valeur dans l'équation de y. Et donc on a bien maintenant y en fonction de x, parce qu'il y a x qui apparaît ici, x qui apparaît ici, et il n'y a plus de carré, qui vaut moins 1,5 de g fois x sur v0 cos alpha au carré, plus sinus alpha v0 fois x sur v0 cos alpha. Alors ce qu'il aurait fait, je n'ai pas compté faux, hein. Ce qu'il aurait pu faire, c'est de savoir qu'ici, ça se simplifiait, et sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha fois x. Mais c'est pas grave si on ne le met pas, bien sûr. Question 2.1. En utilisant la question 1.4, celle-ci, ou la 1.5, déterminer la durée du vol. Enfin, surtout la 1.4. C'est-à-dire quand le but aura touché le sol. Donc le but touche le sol, c'est quand y, en fonction du temps, vaut 0. Donc on prend l'équation qui est là, et on dit qu'elle est égale à 0. Ah oui. Quand le but touche le sol, c'est quand y
vaut 0. Donc, ici, on se retrouve avec une équation du second degré, qu'on résout avec delta et b carré moins 4ac, etc. On obtient deux valeurs, peu importe. Voici la valeur, T1, 250 secondes. Question 2, enfin question suivante. En utilisant les résultats du 1.4 ou du 1.5, déterminer la portée. Alors la portée, c'est ici, c'est la distance que parcourt l'obus quand il retombe au sol. Donc il retombe au sol quand y vaut 0, donc il faut prendre la valeur en x. Donc deux façons de faire ça. Là, ce qu'il a fait, c'est que il a pris l'équation de x, et on sait que l'obus tombe à 0 aux alentours de 250 secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la portée se calcule au temps 250 secondes, parce qu'à ce temps-là, on sait qu'il tombe au sol. Donc on remplace le temps, les valeurs là, et on trouve x. Voilà ici. Alors ici, il aurait pu avoir faux parce que chiffre significatif. Hein. Attention à ça. Ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Je ne me souviens plus des données, mais bon, il faut faire attention à ça. Donc le but touche le sol à 257 km de distance. Autre façon de faire, on aurait pu prendre l'équation ici en fonction de x, y en fonction de x. Et ce qu'on cherche, c'est x. Donc dire que la portée, c'est la valeur de x. Et pour trouver la valeur de x, c'est quand l'obus tombe au sol. Donc il suffisait de dire que ça est égal à 0. Et on se retrouve encore une fois avec une équation du second degré à résoudre, avec des termes ici qu'on peut connaître via les données d'énoncé. On résolvait x, et on pouvait trouver, comme ici, deux valeurs différentes. Et vraisemblablement, on aurait trouvé la même solution. Donc soit on peut résoudre ce problème en utilisant le temps, quand est-ce qu'il est tombé au sol, soit carrément en prenant l'équation de la trajectoire en disant l'objet est tombé au sol, donc ça vaut 0. Tout ça, ça vaut 0. Je peux déterminer x. On remarquera que ce n'est pas les mêmes données d'énoncé. Dans les cas, c'est dû aux forces de frottement. On voulait voir les forces de frottement de l'air. Voilà. Exercice numéro 2. Alors vous voyez un petit pas. Ici, il disait dans l'énoncé 176 secondes et 126 km. Donc vous voyez bien l'influence des forces de frottement. Hein. On divise quasiment par 2 la distance parcourue, rien qu'avec les forces de frottement de l'air, tout simplement. Voilà, donc c'était un exercice sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Rosetta. Alors maintenant, Rosetta. Donc une Rosetta, donc on imagine une sonde qui tourne autour d'un astéroïde. L'astéroïde s'appelle, je ne sais plus quoi, l'astéroïde Churyumov. Voilà. Donc on nous donnait des données. Donc là on voit qu'on a la masse de la comète, mais pas la masse de Rosetta. Donc on se dit bien que on ne va pas utiliser la masse de Rosetta hein, déjà. On fait bien attention. Ici vous voyez une altitude de 20 km. Tout de suite il faut la mettre en mètres. On ne cherche pas à comprendre. 20 000 mètres ou 20 fois 10 puissance 3 mètres. Il faut bien s'habituer à toujours mettre les données dans les unités officielles. Donc là, pareil, hein, 20 000 mètres, c'est pas une unité officielle. Kilo, unité officielle en physique. Newton par mètre carré par kilo, c'est unité officielle aussi en physique. Faire un schéma de Rosetta en orbite autour de la comète en précisant les vecteurs unitaires n et t, le vecteur modélisant la force d'interaction gravitationnelle exercée par la comète sur Rosetta. Donc, il me semble avoir dit quelque part dans l'énoncé qu'on était dans une orbite circulaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La comète, l'orbite, Rosetta, le vecteur unitaire tangentiel, qui finalement détermine une sorte de repère. Hein. Hop. Et là, le vecteur unitaire normal. Et la force d'interaction gravitationnelle, hein, c'est la comète qui exerce une force sur Rosetta. Donc, on a une force d'interaction attractive, comme ça, vers la comète. Principe d'action-réaction, on aurait pu aussi ajouter les forces égales, donc la force de Rosetta, sur la comète, puisque par le principe d'action-réaction, si une force s'exerce sur Rosetta, alors Rosetta exerce une force sur la comète. Il a fait apparaître ici la distance D, ce qui est intéressant. Vous remarquerez que D passe par le centre de la comète. Donc dans certains exercices, on peut vous donner ici le rayon de la comète et après l'altitude. Dans ces cas-là, il faut faire le rayon plus l'altitude. Donc ça, c'était sur 2 points. C'est gagné, cadeau. Donner l'expression vectorielle de cette force gravitationnelle. Alors, une force de gravitation, c'est la constante d'interaction gravitationnelle fois la masse du corps 1 fois la masse du corps 2 divisé par la distance au carré. Donc là, il a perdu un demi-point. Pourquoi? Si la force d'interaction gravitationnelle, déjà, c'est la force de la comète sur Rosetta,
Voilà. Et si on a un vecteur ici, il faut que de ce côté-là, on ait un vecteur ici. Donc il faut rajouter le vecteur unitaire. 2 points. En supposant que Rosetta ne subit que sa force d'interaction gravitationnelle, et à l'aide de la deuxième loi de Newton, donner l'expression de l'accélération normale. Donc on prend son schéma, l'accélération normale, elle est ici. Donc on voit bien qu'elle est collinaire avec la force d'interaction gravitationnelle. Somme des forces égale ma, donc masse de Rosetta, puisque c'est le système, c'est Rosetta. Donc ici, il a remarqué l'expression de la force d'interaction. Il a bien mis son vecteur unitaire, c'est bien. On voit qu'on a 2 fois ici m de Rosetta, donc on peut le simplifier. Hop, hop. Et on a l'accélération normale, hein, selon la norme, égale à g fois masse de la comète divisé par d carré. Voilà pourquoi, dans l'énoncé, on ne donne pas la masse de Rosetta. Parce qu'on ne va ne se servir que de la masse de la comète. C'est elle qui influe sur la trajectoire de l'objet. 2.2, donner également l'expression de l'accélération normale à n en fonction de la vitesse de Rosetta v et d. Bah, l'accélération normale, c'est un truc à savoir, hein, c'est v carré sur d. Alors dans le cours, on a mis v carré sur r, mais ici r, on l'a appelé d. Donc c'est v carré sur d. On utilise toujours les données de l'énoncé. 2.3, montrer que dans l'approximation d'un mouvement circulaire, la valeur de la vitesse de Rosetta a pour expression racine de gmc sur d. Alors comment on fait? Ben, il fallait utiliser les 2 réponses. Ici, on sait que l'accélération normale vaut v carré sur d. On sait aussi que l'accélération normale, d'un autre côté, vaut gmc sur d carré. Donc on peut dire que l'accélération est égale à l'accélération, donc ça est égal à ça. C'est ce qu'il a marqué là. Donc ça est égal à ça. Et du coup, le d, on fait passer de l'autre côté, on simplifie le carré. Donc on a gmc sur d. Je vous rappelle, hop, 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 parce que les divisés viennent des fois, donc il est là, et on le simplifie par rapport à là. Parce que d carré, c'est d fois d. V carré égale ça, donc V égale racine de ça. Voilà ce qu'il fallait trouver. 2 points. Calculer la valeur V de la vitesse. Ben là, c'était une application, hein, donc ici, voilà, tac, ici, ça. Et voilà, ici, il a perdu un demi-point parce qu'il a mis en kilomètres. Et donc, il faut mettre en mètres. Et là, il fallait trouver, du coup, 0,18 mètres par seconde, ce qui est une vitesse relativement lente. Et donc, si je veux m'amuser à la mettre sur le schéma, la vitesse est une vitesse tangentielle, puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Classroom ou sur le NT. Merci.